Ici Maître Sylvain Lamarche et bienvenue à l'émission Justice citoyenne. Justice citoyenne est une émission qui invite la participation des citoyens ainsi que des représentants des différents organismes communautaires voués à la défense et à la promotion des droits dans le domaine du droit de la santé et dans le domaine du droit du travail. Aujourd'hui, nous allons traiter lors de l'émission des droits de la personne dans le domaine de l'emploi. Nous constatons actuellement des transformations profondes du monde du travail, l'issue des conséquences de la division internationale du travail et de la libération des échanges commerciaux, tels que la précarisation des emplois, la dégradation des régimes de protection sociale, qui risquent parfois de porter atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs et des travailleuses. Certaines organisations ont noté des reculs importants concernant les droits et libertés de la personne qui peuvent affecter particulièrement les femmes, les personnes issues de l'immigration, les travailleuses et travailleurs migrants, plus susceptibles d'être victimes de discrimination au travail, d'atteinte à leur intégrité, à leur indignité et au non-respect des lois du travail. Au Québec, il existe plusieurs législations traitant des droits fondamentaux dans le domaine du droit du travail. Pour n'en citer que quelques-unes, la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Loi sur l'équité en matière d'emploi, la Charte des droits et libertés de la personne, le Code civil du Québec, la Loi sur l'accès à l'égalité dans l'emploi dans les organismes publics, la Loi sur l'équité salariale, la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration sociale, professionnelle ou professionnelle. Tout l'ensemble du cadre législatif et normatif des relations de travail et du droit du travail au Québec peut être mis en question et c'est ce que nous allons traiter au cours de l'émission avec l'organisme la Ligue des droits et libertés de la personne. Alors aujourd'hui, pour nous parler de la problématique des droits et libertés de la personne dans le domaine de l'emploi, nous avons un invité, M. Martin Gallier, représentant de la Ligue des droits et libertés. Bonjour. Bonjour. Alors la Ligue des droits et libertés, qu'est-ce que cet organisme-là a comme mandat? C'est un organisme qui a été créé en 1963, donc il y a plus de 50 ans, qui se bat pour la défense de l'ensemble des droits humains, c'est-à-dire l'ensemble des droits humains qui ont été consacrés par des textes internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et plus particulièrement au Québec, la Ligue des droits et libertés remplit ce mandat-là depuis combien de temps? Toujours depuis 1963, également au Québec. Mais elle a pour particularité de se battre pour l'ensemble des droits humains, c'est-à-dire à la fois les droits civils et politiques, mais aussi les droits économiques et sociaux, comme le droit du logement, le droit à la santé, le droit du travail, bref, l'ensemble des droits. Et ce qui veut dire aussi qu'elle se bat pour les droits de tous et de toutes, c'est-à-dire les sans-statut, les femmes, les droits des prisonniers, les droits des chômeurs, les droits des sans-logis, les droits des itinérants, etc. Donc c'est des droits qui sont reconnus, peu importe l'origine sociale, peu importe le statut, peu importe la citoyenneté. En matière de services, quel service la Ligue des droits et libertés offre-t-elle? Alors, la Ligue des droits et libertés ne fournit pas des services individuels. Malheureusement, la Ligue, comme beaucoup d'organismes, a peu de moyens. C'est surtout un organisme qui vise à créer des liens de solidarité sur des thématiques particulières, donc à mobiliser, mais aussi à faire des rapports sur des thématiques particulières en lien avec les enjeux sociaux du moment. Et particulièrement en matière du droit de l'emploi, quelle problématique la Ligue des droits et libertés a-t-elle été témoin actuellement? Actuellement, un des enjeux majeurs qui est l'objet, par exemple, du dernier numéro, c'est qu'on s'est rendu compte que le modèle salarial qui est véhiculé, en tout cas le modèle canonique du salarié libre de vendre sa force de travail, qui est libre de faire ce qu'il veut, de choisir son employeur, n'existe pas pour tous et toutes. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique de travail non libre. Les gens sont obligés aujourd'hui de travailler, de cumuler plusieurs emplois. Donc on parle à ce moment-là de la précarité de l'emploi? Et une énorme précarité, mais pas seulement. C'est-à-dire, même pour des emplois stables, la peur de perdre son travail est telle qu'on accepte n'importe quelle condition de travail. Il y a une pression à faire des heures de travail constantes, à accepter de travailler quand il y a du harcèlement,
actuellement. Il y a l'idée qu'on est obligé, par exemple, on est mis en concurrence de plus en plus entre travailleurs, donc il faut être le plus performant possible constamment. Donc c'est cette idée on n'est pas libre de vendre sa force de travail comme on le souhaiterait, on accepte aujourd'hui n'importe quelle condition de travail. Donc ça fait l'objet de plusieurs articles qui visent à dénoncer cette appropriation du travail par le patronat essentiellement, oui. Et au niveau de la précarité de l'emploi, au niveau des travailleurs migrants, il y a des problématiques particulières que vous avez constatées? Oui, aujourd'hui, la concurrence est telle que on fait l'État aujourd'hui organise, l'État québécois, mais aussi l'État canadien organise via ses programmes d'immigration la venue de travailleurs qui sont prêts à vendre leur force de travail à n'importe quelle condition. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'ils viennent ici pour faire le maximum d'heures dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire, alors je prends l'exemple que je connais mieux, le cas des travailleurs agricoles, ou je prendrai après le cas des travailleuses domestiques. Les travailleurs agricoles, s'ils viennent aujourd'hui, s'ils arrivent à obtenir un visa qui leur permet de venir travailler au Québec, idéalement pour eux, il faudrait faire 70-75 heures de travail par jour. Les travailleuses domestiques qu'on fait venir, qui réalisent un travail absolument indispensable pour l'économie domestique québécoise et canadienne, qui s'occupent de nos grands-mères, qui s'occupent de nos enfants, vivent chez leurs employeurs souvent, ce qui veut dire qu'elles sont disponibles toute la journée et qu'elles acceptent. Les données sont chiffrées, c'est des fois 70, des fois 80, 90 heures de travail semaine à un salaire qui est le salaire minimum, c'est-à-dire 10 et 35 $. Est-ce que ces travailleurs-là sont informés finalement qu'il y a un cadre légal, qu'il y a un cadre de relations de travail, qu'il y a des droits fondamentaux au niveau qui les protège en tant que travailleurs migrants ou travailleurs précaires ou travailleurs domestiques? Certains le sont, d'autres ne le sont pas, mais qu'on le soit ou qu'on ne le soit pas, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que quand vous avez un salaire, le salaire minimum est en dessous du seuil de pauvreté, donc reconnu par Statistique Canada. Donc quand vous avez un salaire minimum qui ne vous permet pas de vivre décemment, vous n'allez jamais, même si vous êtes au courant de vos droits, vous n'allez jamais les contester. Le but, c'est de se maintenir en emploi. Donc qu'on ait des droits, qu'on ait des mécanismes de recours, souvent ne permet pas de faire valoir ses droits. Est-ce que vous avez quand même un travail de sensibilisation et d'information auprès de ces travailleurs-là de façon s'organiser dans la pratique? Comment vous... Déjà, on essaye de documenter quelque chose qui est sous-documenté, c'est-à-dire que les pouvoirs publics ne documentent pas ces questions-là. Il y a une sous-documentation, on le voit au niveau fédéral où on arrête les études statistiques, par exemple, mais au niveau provincial, les inspections du travail sont quasiment inexistantes, ou en tout cas très faibles, et surchargées, comme dans beaucoup d'emplois, et du coup il n'y a pas d'information. Donc on essaye de faire des études, de s'allier avec des universitaires, mais surtout d'autres groupes communautaires qui sont sur le terrain pour documenter ça. Une fois qu'on documente ça, on essaye évidemment de le diffuser, mais il faut des moyens pour diffuser. La Charte des droits et libertés prévoit plusieurs droits fondamentaux. Le droit à l'égalité, le droit à la dignité et le droit à la vie privée. En vertu de l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier à ce handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. Aussi, à vertu de l'article 10.1, nul ne doit harceler une personne pour les raisons de l'un des motifs visés dans l'article 10. Mentionnons aussi que l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne protège le droit de tout être humain à la vie, à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Enfin, le droit à la vie privée est une composante du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne prévue à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il s'agit d'une protection contre les fouilles, les perquisitions, les saisies abusives prévues à l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. En vertu de l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne, prévoit la protection de la vie privée.
La personne qui allègue avoir été victime de discrimination à l'emploi ou au travail devra démontrer qu'elle a fait l'objet d'une distinction, exclusion, et ensuite que cette discrimination est fondée sur l'un des motifs illicites que nous avons énumérés à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, et que cette discrimination a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne à son emploi et au travail. Donc, en matière d'austérité, quelles sont les conséquences les plus flagrantes au niveau là, des droits fondamentaux pour les travailleurs? Alors, la première chose que je pense qu'il est important de se rappeler, c'est que l'austérité n'est pas une fatalité. L'austérité, c'est un choix politique mûrement réfléchi par des gens qui défendent évidemment leurs intérêts, comme on essaye tous et toutes de le faire. Et cette minorité a fait un choix politique très clair qui est de s'attaquer à tout ce qui était la propriété sociale, c'est-à-dire ce qu'on avait réussi à gagner collectivement et à mettre socialement en commun. Cette propriété sociale, c'est tout d'abord les services publics. Donc l'austérité, ce n'est pas l'austérité en soi, c'est une attaque contre le bien public, les services publics. C'est une attaque contre le service de santé, c'est une attaque contre l'éducation gratuite pour tous, qui était un modèle qui a été promu dans les années 60 au Québec, dans les années 60-70. C'est une attaque également contre tout ce qui est transport en commun. Alors cette attaque, c'est à la fois la privatisation de choses qu'on avait mis en commun, mais c'est aussi une attaque contre une catégorie de travailleurs, les fonctionnaires, qui étaient protégés socialement, c'est-à-dire qui avaient les moyens de s'organiser et de lutter. Donc, on avait une espèce de cadre légal de droit d'association, le respect des conventions collectives, des normes minimales de travail qui étaient appliquées au niveau des fonctionnaires. Et vous dites que ce cadre légal-là, c'est filoche? Eh bien, en réduisant les moyens des services publics, on réduit également donc, la capacité d'organisation de la catégorie sociale un peu protégée, une des rares d'ailleurs, qui étaient les fonctionnaires. Donc là, on s'attaque à ce mode d'organisation pour faire en sorte qu'on atomise un petit peu les individus et qu'il y ait de moins en moins de protection ou d'organismes capables de se défendre collectivement. Mais donc, cette propriété sociale, donc, c'est l'attaque contre les services publics, c'est l'attaque contre les fonctionnaires, c'est l'attaque contre le droit du travail des personnes protégées socialement, mais c'est aussi une attaque plus large contre l'ensemble de la catégorie, l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. C'est une attaque contre les biens communs qui était une protection contre le risque chômage, par exemple. C'est la réduction des protections liées à la perte de l'emploi. C'est aussi une attaque frontale contre ce qu'on avait mis des années à acquérir, une protection contre le risque vieillesse, donc le droit à une retraite pour tous et toutes. Or, aujourd'hui, ce droit à la retraite est menacé, soit parce qu'on augmente des cotisations tout en baissant la protection dont peuvent bénéficier les gens, soit on dit aux gens qu'ils doivent économiser dans des REER, par exemple, mais les gens n'ont plus les moyens d'économiser, puisque le niveau de vie baisse constamment. Et bien sûr, il y a des conséquences sur les droits individuels. Les droits individuels, les droits à la vie privée, les droits à l'intégrité, les droits fondamentaux individuels. Il y a un cadre légal au niveau des législations du travail, au niveau individuel, des normes minimales du travail. Et vous parliez tantôt des travailleurs qui font jusqu'à 80 heures, des travailleurs qui multiplient le nombre d'emplois qu'ils ont. Dans ce contexte-là, on a quand même un cadre légal, un cadre législatif en droit du travail et en droit social qui existe. Donc, quel est le signal que la Ligue des droits et libertés de la personne peut faire aussi dans le cadre de se resensibiliser et informer les gens sur, finalement, l'existence et le danger que ce cadre de protection des droits sociaux, des droits du travail peut être mis en péril par les coupures d'austérité? Quand vous n'avez plus de protection contre aucun de ces risques, que ce soit la vieillesse, la perte de l'emploi, les accidents du travail, quand vous n'avez plus de protection contre même le harcèlement au travail, ou pour avoir des enfants, par exemple les prestations familiales, vous n'avez plus d'autre choix que d'accepter ce qu'on vous propose. Donc, à partir du moment où on remet en cause le peu d'acquis, c'est-à-dire que c'était pas non plus des acquis révolutionnaires, c'était juste avoir un minimum de retraite,
avoir un minimum en cas de perte d'emploi, avoir un minimum quand on ne pouvait plus travailler parce qu'on avait des enfants, quand on n'a plus de protection, on perd la capacité de s'organiser et d'envisager un futur autre. Il y a des gens qui vont nous dire oui, mais on n'a plus les moyens de se permettre un cadre de protection et que finalement les droits fondamentaux, c'est des droits individuels, c'est un empêchement et puis qu'on n'a plus les moyens de se payer le luxe des services ou des conditions de travail là, et des retraites dorées. Qu'est-ce que vous expliquez, qu'est-ce que vous répondez à ces questions-là? Là, je vous demanderai qui est le « on ». On n'a plus les moyens. C'est-à-dire que l'austérité n'est pas l'austérité pour tous et toutes. Les compagnies d'assurance, les compagnies de location de personnel, les minières, les dirigeants aujourd'hui qui ont l'écoute, qui ont l'oreille de M. Coiteux, ne sont pas du tout en austérité. Les profits ne cessent d'augmenter, voire d'exploser. Donc on est face à des gens qui s'enrichissent, alors que l'immense majorité des gens s'appauvrit. Donc, la première chose que je vous dis, on n'a plus les moyens, ça dépend pour qui. C'est-à-dire que si on cherche de l'argent, on sait où il est l'argent. Les banques n'ont jamais fait autant de profits qu'aujourd'hui. Donc, il y a un paradoxe de nous dire on n'a pas les moyens alors qu'on n'a jamais vu autant d'argent économisé ou dans les paradis fiscaux. Le cadre légal qui existe au niveau des droits fondamentaux, au niveau des droits du travail et au niveau des droits sociaux n'est pas finalement quelque chose de coûteux et assure des conditions de travail adéquates au niveau des travailleurs et des meilleures conditions de vie pour l'ensemble des citoyens. Donc, ce n'est pas à ce niveau-là, finalement, que l'austérité devrait s'attaquer pour pour mettre en péril, finalement, les droits des travailleurs et des travailleuses. Ce que je veux comprendre là-dedans, c'est que vous me dites que c'est un discours politique et des choix politiques d'austérité et qu'on devrait quand même toujours se réappliquer au niveau de la protection du cadre légal qui existe pour s'assurer que tous les citoyens aient des bonnes conditions de vie. Alors, il faut juste se rappeler que les droits, et les droits humains en particulier, ne sont pas tombés du ciel. C'est-à-dire que ces droits ont été acquis de haute lutte. Et si on les a gagnés, c'était parce que c'était absolument nécessaire pour le vivre ensemble. Donc, s'y attaquer, c'est remettre en cause ce qu'on a estimé nécessaire pour vivre ensemble. Je pense notamment à l'idée qu'on ait, par exemple, acquis des droits à un congé, à des vacances, qui aujourd'hui, pour une grande majorité, soit n'ont pas les moyens de se payer des vacances, soit n'ont pas les moyens de partir en vacances. Donc, ils n'y ont pas droit, c'est ce que je veux dire. Donc là, on se retrouve avec un cadre légal contre lequel on se bat, alors qu'on a bien vu que acquérir des vacances, des congés payés, le patronat s'est toujours battu contre ces droits-là, mais n'empêche que le fait d'avoir 2 semaines de vacances n'a jamais mis en péril le patronat. Non, et au contraire, on voit bien en France, par exemple, avec un certain nombre d'acquis en termes de protection, d'augmentation du temps hors travail qui permet de vivre un peu décemment. Donc, on assiste à une dégradation des régimes de protection sociale, des régimes de protection du travail, même si dans les faits, on ne voit pas le cadre légal disparaître. Le recours et la sensibilisation et le réflexe des gens de pouvoir les revendiquer, lui, est atteint par le climat que l'austérité impose aux citoyens. C'est ce que je comprends. Les gens, quand vous êtes pauvre et que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, aujourd'hui 450 000 personnes sont sur l'aide sociale au Québec pour 4 millions de travailleurs à peu près. C'est 10% des personnes qui sont en moyenne 770 $ par mois. Quand vous avez 770 $ ou même au salaire minimum qui va vous faire 1 200 $ par mois, c'est-à-dire qu'avec un loyer qui vaut 600 $, comment voulez-vous élever une famille? Comment voulez-vous payer votre facture d'électricité qui ne cesse d'augmenter? Comment voulez-vous payer vos cotisations et vos impôts qui ne cessent d'augmenter? Face à ça, vous avez 2 solutions. Soit vous vous abandonnez complètement et vous vivez dans la misère la plus crasse, soit vous acceptez toutes les conditions que vous impose votre employeur. Donc, alors qu'on a un cadre légal qui nous permet de le revendiquer, qui nous permet de l'appliquer. Donc, il y a un problème au niveau, là, maintenant, là, de sensibilisation et de reprise en charge des citoyens eux-mêmes de leurs droits qui existent.
Alors, il y a un problème pour faire valoir ses droits, mais comment voulez-vous faire valoir vos droits alors que vous n'arrivez pas à payer votre facture, que vous êtes endetté et qu'on vous demande en plus de vous endetter encore davantage pour acheter une maison qui sera votre seule garantie pour la retraite? Donc, comment voulez-vous contester quoi que ce soit avec le risque systématique de perdre votre emploi et le seul moyen de payer éventuellement votre loyer, de payer... de remplir votre frigo, tout simplement. Pour l'immense majorité des gens, il y a un problème aujourd'hui pour remplir son frigo, pour se nourrir décemment. D'où la nécessité du droit collectif, d'où la nécessité des droits fondamentaux, d'où la nécessité de s'organiser. Et c'est la mission de la Ligue des droits et libertés, j'ai compris, de sensibiliser la population à un agir ensemble et à voir que les choses, finalement, peuvent être changées et en communiquant davantage les différentes ressources et en mettant en communion, en solidarité les différentes ressources qui existent. Il y a une conviction très forte à la Ligue, et je crois qu'elle est largement partagée aujourd'hui, c'est que le seul moyen de s'en sortir, c'est de lutter collectivement. Or, ce à quoi s'attaquent les gouvernements successifs, qu'ils soient du Parti libéral ou du Parti québécois, ou du Parti fédéral, n'importe quel parti fédéral, c'est à ces droits collectifs, aux droits de grève, aux droits d'association, aux droits de manifestation. Et ça, c'est des enjeux de lutte au cœur des préoccupations de la Ligue. Et c'est parce qu'aujourd'hui, ces gouvernements successifs s'y attaquent qu'ils savent que c'est ça l'enjeu, c'est de faire tout en sorte qu'on ne puisse pas aujourd'hui revendiquer collectivement, qu'on ne puisse pas lutter collectivement. C'est à ça qu'ils s'attaquent, et c'est justement contre ça qu'on s'attaque à la Ligue des droits et libertés. Donc, ce que la Ligue propose, c'est un agir ensemble pour permettre de sauvegarder les acquis sociaux, les acquis du droit de travail, les acquis, finalement, des droits fondamentaux qui ont été acquises de nombreuses luttes depuis de nombreuses décennies. Et maintenant, ce n'est pas dans le cadre d'individualité, c'est plutôt dans le cadre de l'organisation collective que la Ligue des droits et libertés propose ces solutions. Mais je crois que le seul moyen de faire valoir ces droits, aujourd'hui, c'est effectivement collectivement. Donc, j'ai bien compris que finalement, les travailleurs sont souvent démunis dans des conditions de travail dans lesquelles ils se sentent seuls par rapport aux obstacles puis aux problèmes qu'ils vivent. On leur dit quoi aux travailleurs qui ont peur de revendiquer leurs droits, de faire connaître leurs problèmes, de sortir finalement de l'isolement par rapport au climat actuel? Effectivement, on fait tout pour nous faire peur. Je tiens à rappeler qu'il y a quand même énormément de travailleurs, énormément de groupes communautaires qui se battent et affrontent et résistent collectivement. Et ça, je crois que c'est très important de se le rappeler, qu'il y a énormément de groupes communautaires, mais aussi l'action syndicale qui tente de résister à cette peur qu'on essaye de nous inculquer, qui serait une espèce de fatalité. Et surtout, ne sortez pas, surtout ne communiquez pas, surtout n'allez pas vous mélanger dans la rue avec les gens, ils sont dangereux. Alors que c'est complètement faux. C'est le seul moyen, évidemment, de nous diviser. Mais je crois que ce qu'on peut leur dire, c'est minimalement d'en parler, d'échanger, et surtout d'aller voir les ressources collectives qui existent et de partager cette expérience qui est commune, qui est pas le propre d'un individu isolé. C'est l'immense majorité des Québécois et des Québécoises qui sont aujourd'hui dans une extrême précarité, et le seul moyen, c'est d'en parler et de se regrouper collectivement pour faire passer le message. Bien, je vous remercie beaucoup et continuez votre bon travail, la Ligue des droits et libertés. C'est un peu aussi ce que Justice citoyenne essaie d'apporter à la population et aux citoyens. Merci. Plusieurs lois protègent les travailleuses contre le harcèlement ou l'intimidation qu'elles peuvent subir au travail. La définition de la loi sur les normes du travail prévoit des recours contre le harcèlement psychologique au travail. Cette définition inclut le harcèlement sexuel, qui est lié au motif de discrimination prévu à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. Il existe plusieurs définitions du harcèlement sexuel, mais de façon générale, le harcèlement sexuel comporte des caractéristiques suivantes: des paroles, des gestes, des comportements ou des contacts physiques qui ont un caractère sexuel envers une autre personne. Ce sont généralement des gestes répétés, mais pouvant aussi être un seul geste grave. Il s'agit de gestes non désirés par la personne, homme ou femme, qui les subit. Il s'agit d'effets négatifs sur l'emploi, soit des conséquences directes comme le renvoi
ou des mesures disciplinaires ou des conséquences indirectes comme une ambiance de travail néfaste. Une travailleuse victime de harcèlement sexuel pourra porter plainte auprès de la Commission des normes du travail. Dans certaines circonstances, d'autres recours sont aussi prévus devant d'autres instances administratives ou judiciaires. La Loi sur les normes du travail interdit toute forme de discrimination fondée sur la grossesse afin de permettre aux travailleuses de concilier famille et travail. La Loi sur les normes du travail consacre le droit au congé de maternité, dont la principale protection qui en découle est le droit de retour au travail avec le maintien des avantages liés à l'emploi. Les travailleuses sont donc protégées en vertu de la Loi sur les normes du travail et peuvent porter plainte devant la Commission des normes du travail pour harcèlement psychologique ou pour pratique interdite. Si vous avez des commentaires ou des questions liées au harcèlement psychologique ou à une pratique interdite, nous vous invitons à communiquer avec nous à l'adresse qui apparaît à l'écran. Vous venez de participer à l'émission Justice citoyenne, qui portait sur le respect des droits fondamentaux et les droits du travail. Nous vous invitons à participer à l'émission la semaine prochaine en nous transmettant vos questions et vos commentaires sur le sujet de l'émission qui portera sur le droit des travailleuses et des recours contre la discrimination, l'intimidation et le harcèlement au travail. Justice citoyenne est une émission qui nous concerne tous. Nous vous invitons à être là la semaine prochaine. Nous y serons.